Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette 15e épisode de la balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et ma compagnie, l'équipe habituelle. Donc, on est revenu à 4 pour cette semaine. Donc, Pierre-Luc Dallaire, Éric Drapeau et Luc Carbonneau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Et première chose, par contre, il faut vous mentionner parce que vous l'avez sûrement remarqué vendredi passé, mais pour ceux qui regardent la série NASCAR Merci Cup, d'avoir volé mon point. Oui, je vole ton point, Luc. Oh, mais regarde, vas-y, tu veux avoir ton point, vas-y. Non, Luc. mais Vas-y, non, là. on était parti. Non, vas-y. Ah ouais, vas-y, t'as. Ok, on va s'assister sur ce point-là. Non, plus sérieusement, donc vous l'avez sûrement remarqué, mais Pierre-Luc Dallaire qui a maintenant un nouveau casque d'écoute. Sans fil en plus. Donc, plus de tape, pas de fil. Oui. Et il sonne relativement bien en plus. Donc, bravo Pierre-Luc. Ce qui aurait été incroyable, c'est qu'en faisant ce move-là, je brise mon casse en deux. 130$ au vidange. Mais Ben, non, on très s'entend- content d'avoir ce casque. On s'entend qu'ici on est très habitué en termes de briser des casques, donc disons que ce serait juste la continuité de SFTV finalement là-dessus. Donc, blague à part, commençons donc cette balado, messieurs, en parlant de course automobile réelle. Et je vais aller très rapidement du côté de la Formule 1 parce que NASCAR, il y a vraiment une bombe qui est tombée aujourd'hui. Mais avant, je veux qu'on aille du côté de la Formule 1, donc le Grand Prix de Russie, qui n'a pas été gagné par Lewis Hamilton, mais par un certain Valtteri Bottas, qui en a profité pour lancer pour une deuxième fois son petit commentaire To whom it may concern, F you. Vous en pensez quoi? Hein, Lewis Hamilton n'a pas gagné? Et Ce non, que j'en pense. Non, Ce ok, que non, j'en pense. je niaise, messieurs. on sait Ce jamais. ce que j'en pense, c'est qu'il n'aurait pas gagné si Lewis Hamilton avait été dans le décor. Ce que j'en pense, c'est qu'on a eu droit à un Grand Prix de Sochi typique. Un tracé qui, à mes yeux, n'a pas sa place en Formule 1. Un tracé qui nous réserve généralement des courses que ce qu'on a eu dimanche. Même avec les sanctions d'Hamilton, un point où on va y revenir dans quelques instants. On a le droit à une course qui, n'eût été du fait que Lance Stroll a commis, je veux dire, peut-être une erreur où il y a eu une touchette. Je me souviens pas exactement ce qui s'est passé. C'est la faute à Leclerc, là. Leclerc l'a un Ouais. petit peu, comme on dit en bon québécois, dompé. Mais enlève ça, et qu'est-ce qu'on a eu le reste de cette épreuve-là? Un spectacle entièrement monotone, sur un tracé qui n'a pas de saveur. On dirait littéralement un tracé sur un stationnement à la Caesars Palace dans les années... je vais encore me faire avoir. 70-80? 80. Merci. 80. De 82, 84, 82, 83 en J'avais Formule 1, début 80 dans la 84 tête. en Je n'étais pas IndyCar. sûr que c'était la fin 79. En tout cas, trêve. On a quand même un tracé qui nous donne absolument rien comme saveur et qui, côté stratégique, a été très simple. Il n'y a pas eu de pari qui a été pris par une grande majorité d'équipes, ce qui nous a donné une belle victoire de Bottas. Je vais lui donner crédit. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas été pénalisé pour autre chose. Donc, félicitations pour lui. Ça vient resserrer la chasse au championnat par on est maintenant à une marge d'une trentaine de points entre Hamilton 44. et Bottas. On est quand même loin. Verstappen Bottas, c'est 33. Je pense que c'est 33. Donc, dans les 33 Verstappen. circonstances, un ça. spectacle qui était digne de ce que Sochi peut nous offrir. C'était plat. Ben, écoutez, on a quand même vu Daniel Ricciardo faire, encore une fois, ce que Esteban Ocon est incapable de faire depuis le début de la saison, c'est-à-dire dépasser une voiture qui le ralentit. Parce qu'encore une fois, Ricciardo a dépassé une Scuderia, chose qu'Ocon n'a jamais été capable de faire, alors que Ricciardo a terminé 15 secondes en avant de Leclerc et qu'Ocon est resté 4 secondes en arrière de Leclerc. Tu sais. Il y a eu Quand on consigne parle de- d'équipe d'ailleurs à ce niveau-là, Ouais. Luc. Il y a eu Et consigne Ricciardo- d'équipe, mais Et en plus, Ricciardo a réussi à garder sa position avec un 5 secondes de pénalité en plus. Oui. C'est ce qui est encore pire. oui, qui a encaissé avec brio. Je savais très bien que c'était de sa faute. Mais sinon, tu sais, pour revenir aux propos qu'Éric a dit, je pense qu'on a assez de un Monaco. Hein, on n'est pas obligé d'en avoir un deuxième. Non. Tu sais, Dans mon livre à moi, là. quand la fin d'épreuve la plus palpitante, c'est de voir si Pierre Gasly avec des pneus tendres va être capable d'avoir le dessus à Valtteri Bottas avec des pneus durs pour avoir le meilleur temps. Disons que ça résume assez bien le spectacle à Sochi. On peut en parler de Gasly très rapidement avant de passer au prochain sujet. Là. Devant Alex Albon. Encore une fois.
Incroyable. Incroyable ce qu'il peut faire avec la voiture Gasly, autant que ce que Albon n'est pas capable de faire avec la Red Bull. C'est complètement incroyable. Tout à Mais fait. Albon Albon a été impliqué dans les incidents du début. Alors, ça a compliqué un Ah, oui, peut-être, mais je veux dire, Oui, il a été- Gasly a quand même fait le dépassement à la fin. Là. Il n'était pas devant depuis le début. Là. Il Non, a je dépassé comprends, fair là. and square pendant la course. Là. Donc, c'est plus pour ça que je voulais mentionner son nom. Albon qui reste. Qui normalement c'est supposé être tout un pilote, malheureusement avec la Red Bull, ça ne semble pas tout à fait cliquer, même si on a vu quand même des petits flashs de performance dans les dernières semaines. Là. Malheureusement, je pense que Gasly a finalement trouvé son air d'aller en Formule 1 et ça semble bien aller présentement. Maintenant, je pense pas qu'on va retourner du côté de Red Bull. Je fais un petit. Je dévie un petit peu du sujet principal ici, mais bon. Voilà ce qu'il y en est. Maintenant, je vais parler rapidement aussi justement de Leclerc versus Stroll. On a vu des incidents similaires qui ont été punis dans le passé. On parlait d'Albon. Ben, Hamilton Albon deux fois. Deux fois. Hein? Leclerc, pas de pénalité. Ah, pas de problème, c'est Stroll, on peut aller le domper, y'a pas de problème. Quoi? Stroll a fait un excellent départ, soit dit en passant. Je pense qu'il est passé de 13e à 8e, 7e, si j'ai bien vu. 13 à 6. Vraiment, Voilà. c'est un départ Donc, canon. un départ à la Stroll. Première fois qu'on le voit cette saison faire un départ comme ça. On le voyait dans les années passées le faire. Là. Cette année, première fois qu'il le fait, il a finalement réussi à apprendre comment partir avec cette voiture-là. Vraiment, bravo Stroll. Ouais. Mais, sans sarcasme, par contre, après ça, par contre, Leclerc, je rate mon freinage, puis je vais le sortir. Ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu moyen de ce côté-là. Moyen, c'est comme ça qu'on peut qualifier la FIA aussi. D'agir de façon moyenne. C'est-à-dire d'un moment agir en punissant le pilote, mais de l'autre côté, on y va de double standard, puis on va juste laisser faire l'autre pilote, là, comme dans cette situation-là. Craque-moi pas tout de suite, oui. Craque-moi pas tout de suite. Il y en a un que je pourrais craquer très facilement avec la FIA aussi de l'autre côté. Eric, je pense qu'il embarquerait assez vite. Oui. J'ai même pas besoin de le craquer. C'est clair, effectivement, c'est clair que Leclerc aurait mérité au moins une pénalité de 5 secondes. Là, mais là, vu que c'est l'incident au premier tour et que même Lance Stroll était quand même à l'intérieur là, de la fameuse saucisse qu'on a mis à côté de la surface peindue ou c'est gazonnée verte artificielle. Disons que j'ai trouvé ça assez ordinaire, là, surtout que Lance Stroll, majoritairement, va être le genre de pilote aussi qui va quand même donner de l'espace à un adversaire. C'est pas le genre de gars c'est pas le genre de conducteur qui va être assez cochon comme certains, là, un certain Kevin Magnussen. Ben, Stroll, justement, l'affaire qu'on peut lui reprocher, c'est son manque de compatibilité par bout. Ça, c'est justement un défaut, mais c'est une qualité aussi, parce que les pilotes savent qu'ils s'ils font le dépassement, d'un, il risque de donner la position, mais s'il donne pas la position, il va donner de l'espace. Donc, je comprends toujours pas pourquoi, du côté de Leclerc, on a fait ça. Honnêtement, non. Je comprends pas non plus. Et surtout qu'en plus, Lance Stroll a fait un peu de NASCAR, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a pris son temps pour débarquer de la voiture et on l'a très bien vu à la reprise qu'il a attendu que Charles Leclerc repasse après l'incident pour pointer Charles Leclerc, regarder droit dans les yeux parce qu'il savait pas mal que c'était Leclerc qui venait de le sortir aussi. Au moins, dis-toi que c'est pas son casque qui a lancé dessus. C'est ce que je voulais dire également. En NASCAR, on a déjà vu des vertes et des pas mûres. Monsieur Stewart à Bristol. Contre un certain Kenseth. Jeff Gordon à Phoenix aussi. Lui, il n'avait pas lancé son casque, c'est son corps qui est allé lancer contre un certain Boyer. Ça a été différent un petit peu comme ça. Gordon, ça va être un petit peu plus, je vais dire, intentionnel comme manœuvre, par contre. Il avait attendu un tour au complet pour aller rechercher la numéro 14, qui lui avait à peine touché l'arrière droit, créant une crevaison et ainsi envoyant Gordon dans le muret. Et le NASCAR a des incidents un peu plus intentionnels que ce qu'on a pu voir du côté de Leclerc ce week-end. On s'entend que si Stroll avait garoché son casque, ça aurait coûté pas mal plus cher de dommages que Stewart garoche son casque. Et tu es en train de me dire que la FIA aurait sanctionné Stroll pour une retaliation, mais pas Leclerc pour le geste initial? Poser la question, c'est y répondre. Ouais. Ils l'ont fait avec Verstappen et Ocon au Brésil. Vrai. Voilà. D'ailleurs, parlant de retaliation, est-ce qu'on peut parler des 10 secondes de pénalité de Lewis Hamilton pour terminer? Tout à fait, Luc. Sérieusement. Hein? Ouf. Je sais pas quoi en penser. Je vous laisse parler, après ça, je vais finir le débat. T'es sextuple champion du monde.
ça fait depuis 2008 que tu cours en course automobile. Boswell, t'es supposé d'être au courant des règlements. Je veux dire, c'est pas ton écurie d'être sanctionné de te le dire. Je veux dire, vous avez des drivers meetings à toutes les semaines. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes supposé de le savoir là, que ce règlement-là existe. Là. Moi, le problème Moi, que j'ai avec ça, c'est pas tant la pénalité était méritée. J'ai deux problèmes par contre avec la situation au complet. Premièrement, Russell ou Williams auraient dû mériter une pénalité pour quelque chose de similaire. Deuxièmement, Cry me a river, Hamilton. C'était pas à Latifi? Je pense que Non, c'était la c'était Russell. Mais Ah, j'avais l'impression que c'était Latifi. Cry me a river. Ça fait 2 jours qu'Hamilton sort dans les médias et va dire ben là, Mercedes, la FIA c'est d'arrêter Mercedes parce qu'on est trop compétitif. Cry me a effing river. Est-ce qu'on appelle ça se plaindre le ventre plein? Oui. Oui. Fallait que je me venge pour certains qui aiment ça me souligner que j'ai tendance à utiliser cette phrase. Je suis désolé. La pénalité était 100% méritée. Oui, ils vont peut-être chercher quelques façons de donner une pénalité, mais ils font ça à tout le monde, sauf à Ferrari apparemment. Là. Mais ils s'arrangent pour donner des pénalités à tout le monde de façon pas mal égale normalement. C'est Donc, comme le principe. Réveillez-vous, vous êtes la meilleure équipe, vous avez les meilleurs ingénieurs de course, vous êtes supposés savoir comment le faire. Si vous n'êtes pas capable de faire votre job comme il faut, ben, payez-en les conséquences. Point final. Et voilà. C'est comme le principe de se faire arrêter sur l'autoroute à 130 km/h par la police. La police débarque de la voiture, va te voir, puis il s'en va te dire ah ben, qu'est-ce qui c'est. Savez-vous pourquoi je vous arrête? Mais qu'il y a un char à 145 qui passe en arrière de lui. Mais c'est parce qu'il l'arrêtera pas parce qu'il est en train de t'arrêter. Tu vas-tu pleurer le policier en disant mais là, il y a un gars qui est passé à 145 en arrière de toi, tu l'arrêtes pas, lui? Hey, le casse, t'as pogné une punition. T'as été puni pour ce que t'as fait à 2 reprises. Arrête de pleurer. Asti, t'es premier au classement avec 44 points. Je m'excuse pour le sac. Fallait vraiment que ça sorte. Je suis désolé. Et Luc? J'ai- Ah ouais, Ben, vas-y Eric, je sais pas Par, si tu l'as par embarqué. expérience, je vais répondre au point à Pierre-Luc. Un policier, généralement, va arrêter ce que j'appelle le client le plus satisfaisant. C'est-à-dire, on est à 100 km/h sur une autoroute, on va pas aller chercher une contravention à 102 km/h quand il va en passer 5 à 120 km/h qui sont punissables et 2 à 140 km/h et on va dire peut-être 1 à 160. Donc, on va essayer d'aller chercher lui à 160 pour lui faire comprendre le message que la sanction, ou du moins que le geste qui était posé méritait sanction. De regarder ailleurs, ce que je vais dire poliment, M. Hamilton fait, c'est de ne pas prendre le blâme de l'erreur. Exactement. Et voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Parce que ça Et serait là? un sujet qui est clos, messieurs. Ah, vraiment. Moi, Et je dirais, unanime, d'ailleurs. On est j'ai- unanime. moi, je dirais ceci. Lewis Hamilton braille pour rien. Par contre, la FIA. Par contre, Hamilton, arrête de faire ta face de bébé, d'ailleurs, s'il te plaît. Par contre, Hamilton a raison de se plaindre parce que la FIA a manqué de constance, de un. Et de deux, parlant de constance, là, je m'excuse sincèrement, mais AlphaTauri aurait dû mériter une pénalité samedi après-midi. Je m'excuse sincèrement que tu as les 2 voitures Red Bull qui repartent en premier, qui s'en vont à vitesse lumière et que AlphaTauri prend son temps comme s'il y avait de la neige qui est en train de fondre puis qui s'assurait qu'à chaque pouce de l'asphalte, la neige soit en train de partir de l'entrée. Tu es en train avec un maudit, un pic sur ton terrain, tu essaies d'enlever la petite graine de neige qui reste sur ton gazon puis que AlphaTauri prenne le même temps pour sortir de la ligne des puits pour donner un 20 secondes de gap à Red Bull, je m'excuse, là, mais si la FIA n'a pas vu ça, puis c'était clairement flagrant, là, parce que tu as vu les 2 Red Bull, Albon et Verstappen, partir comme des flèches, et tu as vu Gasly et Kvyat qui fait « Hey, ils sont donc bien belles, les clôtures, avec le bloc de béton ici. Hey, la ligne est donc bien belle, peinture est blanche. Hey, l'asphalte est donc bien plate ici dans ce premier secteur-là. Je ne reviens pas. Hey, sérieux, là. Si t'es pas capable de voir ça puis t'es commissaire de piste pour la fin de semaine, il y a un méchant problème parce qu'il y avait clairement 15 à 20 secondes d'écart entre la dernière voiture Red Bull puis la première voiture AlphaTauri. Fait que sincèrement, là, les commissaires de piste, les officiels de piste en ont manqué une sincère puis 2 sincères en fin de semaine. Oui, puis avant de terminer, pour qu'on passe à l'autre sujet, là, je veux juste en parler. Là, quand on parle de commissaire de piste puis de FIA, là.
Ben, peut-être pas la FIA. Là. Il était-tu sur la vodka, les signaleurs de piste, quand il y a eu l'accident à F2 avec Callum Ilott? C'était-tu avec Callum Ilott? Je pense que oui. Il était-tu sur la vodka quand le char a pris en feu? Il était où le commissaire Ouais. les signaleurs? Ouais, mais je pense que le poste de signaleur était quand même loin. Puis de toute façon, on voulait s'assurer que c'était l'autre pilote, que j'ai pas le nom malheureusement. Il était correct parce que c'est lui qui a rentré pas mal d'aplomb en dessous des Tech Pro. Fait que Je peux quand même confirmer qu'il y avait de la fumée qui sortait de la voiture à peu Ouais, près 2 je comprends. secondes après que la voiture ait frappé le mur. Puis pour être bien franc, ça n'a pas été long avant que la voiture prenne feu. Effectivement. Non, là-dessus, je suis d'accord. Là. C'est vrai que ça aurait pu virer mal là, si jamais le pilote avait tombé littéralement sans connaissance dans le cockpit. Bref, c'est juste une autre petite tape ses doigts là, pour ce qui est de l'organisation des signaleurs. Mais Tu bref. m'avais rapidement, Pierre-Luc, pour clore le Oui. sujet, tu mentionnes le nom de Callum Ilott, qui sera du côté du Nürburgring avec Mick Schumacher. Mick Schumacher, on avait eu des impressions qu'il serait là du côté du Mugello. Finalement, ça a passé sous silence, il n'était pas là. Là, on nous annonce que Ilott et Schumacher seront là pour leur premier week-end dans les paddocks en Formule 1. Restera à voir s'ils auront une chance de participer aux essais libres. là. Ils sont supposés normalement. Et, Il va y avoir Schwarzman avec Az aussi. Ça se peut-tu? Oui. C'est ça que j'ai vu? Oui, il y a ça Donc, également. ouais, c'est avec les 3 pilotes finalement là, qui vont avoir une chance de tester la fameuse Formule 1. Ils manqueront pas grand-chose, mais en tout cas. Oh non, c'est quand même intéressant. Une première expérience pour eux, donc on va être capable. Pas d'expérience avec un bon moteur Ferrari. Ah oui! Ben, pour ça changera pas grand chose. C'est une autre fin de semaine de Formule 2. Hey, les gars, est-ce qu'on parle de moteur qui est plus performant que... Je m'excuse, mais Olivier vient d'incendier une usine à Maranello. Toi, messieurs, Oh là là. pensons du côté des études NASCAR Attends, maintenant. non. Attends, est-ce que je peux terminer avec une réplique qui est appropriée? I hate this GP2 engine. Ça, c'est un moteur Honda, par exemple. Ouais, c'est Ouais, ça. bon, Là. ah, ben, On vient de tuer la blague, là, Luc, mais bien essayé bon, quand ouais, même. 3 sur 10 pour l'effort. Donc, NASCAR. Donc, NASCAR maintenant. Messieurs, la grosse bombe qui est tombée aujourd'hui, on a officialisé donc l'horaire de la saison 2021 de la série NASCAR Cup. Et il y a du très lourd, messieurs, d'annoncer. 6 courses sur circuit routier. Une sur terre battue. What the F is going on? Come on! Come on! Merci, Moi, terre battue. On parle de l'eau, le là. routier ou le battu, là? Oui. Moi, on va commencer par... Vas-y, Luc. je veux juste dire, on parle de l'eau, là. Ça va prendre combien de camions de tonnes de terre à amener à Bristol? Je vois le vert. Pas une tonne. Je pense qu'il y a même déjà eu des courses de terre battue du côté de Bristol. Il y en a chaque année, en fait, à World of Outlaws. Donc, c'est. Donc, je vois pas le problème de reconfigurer. Ouais, mais Luc, c'est un tracé d'un demi-mille. C'est pas si pire. Oui, ça en prend. Mais tu as des stades de football qui se font remplir de terre battue pour de la motocross, pour des monster trucks. Mais là, vous m'excuserez mon air innocent, là, mais ça veut-tu dire également que la ligne des puits va être sur terre battue? Non. Elle est sur asphalte. Elle est sur asphalte. J'ai pu voir là, sur une des images, lorsque Bristol était configuré de cette façon, que les 2 lignes des puits étaient encore sur asphalte. Ben, ça va être sur asphalte, la moitié de la course, l'autre moitié, il va y avoir de la terre qui va s'accumuler. Donc, c'est déjà arrivé qu'il va y avoir de la terre qui va s'accumuler, mais techniquement, dans la ligne des puits, ce n'est pas là que les efforts mécaniques sont les plus importants sur les pneumatiques. C'est là qu'on roule à la plus basse vitesse. Donc, que ce soit sur asphalte, c'est sûr que ça va être un petit défi pour Goodyear, qui, eux, devront se casser la tête, là, faire des pneumatiques qui vont tenir la route. Écoute, ils ont testé avec Eldora, avec les camionnettes. Maintenant, la raison pourquoi que dans les années 60-70, le NASCAR s'est éloigné de la terre battue, c'est que les voitures devenaient tellement lourdes et performantes qu'elles détruisaient, elles endommageaient trop les pistes. Les véhicules étaient trop lourds. Donc, vous pensez c'est quoi qui va arriver, là? Il y a une base d'asphalte en dessous. Là. Pierre-Luc, on est à Bristol, c'est pas de l'asphalte. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. Une base de béton. Béton, ouais, c'est du béton, mes excuses. Donc, moi, principalement, je vais vous dire, est-ce que je trouve ça hâtif de voir du Cup avant de voir de l'Xfinity sur de la terre battue?
Possiblement, oui. J'aurais aimé ça que le NASCAR ait fait la progression là, entre les camionnettes, l'Xfinity et ensuite l'offrir pour du Cup. Mais pour moi, NASCAR, il va pour le coup de circuit. Là. On y va pour le gros événement. On tente d'aller chercher là, cette audience de terre battue qui c'est très populaire. Il ne faut pas se le cacher, la terre battue. C'est un spectacle généralement beaucoup plus localisé, qui est moins national, là, qui est moins. À part le World of Outlaws, qui est une grosse série, le reste, ça reste des séries beaucoup plus localisées, des fois même limitées à la piste même. Donc, des championnats de circuit, là, c'est très couvert et surtout très prisé. Donc, NASCAR va aller piocher un petit peu dans cette audience-là. C'est un coup. C'est un coup de dé à tenter. Maintenant, j'ai plus d'inquiétude face à 43 voitures à Bristol. Ou d'habitude, on est plus rendu à 36 là, du côté du stocker en NASCAR. 36 voitures à Bristol sur de la terre battue. Les slide jobs à Bristol avec un 24 degrés d'inclinaison, je ne suis pas convaincu. Ben, c'est là qu'on va le savoir. Ça va être le baromètre pour les autres circuits parce que Bristol est quand même vraiment beaucoup incliné. Puis 36 voitures sur 1,5 000, on sait qu'à la base, les lapeurs vont revenir, vont arriver assez vite. À moins, Pierre-Luc, qu'en remplissant le tracé, il soit en mesure là, d'avoir un angle un peu moins abrupt, puisque Bristol, non seulement c'est un angle incliné, mais c'est un angle progressif. Il y a moins d'inclinaison au bas qu'au sommet. Là. C'est un peu comme le Kansas, là. C'est un angle, une inclinaison progressive. Raison pourquoi on roule toujours à côté du mur extérieur du côté du Kansas Speedway. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va. Moi personnellement, je ne ferme pas la porte à cette idée-là. Maintenant, c'est sûr que si on est encore dans une saison comme on est aujourd'hui, où est-ce qu'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de pratique, je m'attends de la tôle froissée beaucoup. Là. Moi, je vais dire chapeau à NASCAR. 6 circuits routiers, puis de la terre battue en coupe. On essaye quelque chose. On est en train de prouver exactement le contraire. Ils sont en train de prouver exactement le contraire qu'ils nous ont fait ressentir des dernières années. C'est-à-dire, on va vivre, on va faire des changements considérables. On va essayer de s'adapter à la clientèle. À un moment donné, 36 courses ou 34 sur 36, c'est des ovales, puis que ça devient de plus en plus monotone à écouter. Ben, ils ont compris que là, ça prenait peut-être quelques circuits routiers pour brasser la soupe. Puis avec la terre battue, pour moi, c'est un home run. Parce qu'à Bristol, à part le bumping, ça commence à être monotone. Là, on va mettre de la terre battue. Oh! Attends un peu, c'est pas la même dynamique, mais pas du tout. Fait que sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là, à Bristol, ainsi que dans les circuits routiers. On avait parlé la semaine dernière, Circuit of the Americas. Wow, sérieusement, chapeau Un pour autre par contre, il faut mentionner, Pierre-Luc, Indianapolis routier. Et ça, je reviens à ce qu'on a vécu au début de l'été, justement. Une des raisons pourquoi NASCAR va de ce côté-là, ça a été un succès monstre, le doubleheader, ou le programme double plutôt, entre NASCAR et IndyCar, quand c'était en Xfinity. Et là... Vous vous rappelez du finish l'année dernière? Oui. Ben, c'est là, Olivier, où est-ce que je suis un peu surpris du move, si je peux me permettre l'anglicisme, d'aller vers la terre battue immédiatement avec le Cup. Indianapolis Road, il a été prouvé, il a été testé en Xfinity. Il y a un des tracés que je fais un petit clin d'œil. Malheureusement, avec la situation actuelle, déplacer le cirque du NASCAR au Canada n'est pas très possible, mais c'est clair que Mosport, dans les années futures, peut-être l'Xfinity va venir faire son tour. Et qui sait, dans une dizaine d'années, peut-être ça va ouvrir la porte au Cup. Il y a toujours cette progression-là que je m'attends de voir d'un tracé avant de le pitcher, ou je m'excuse du mot familier, là, avant de l'envoyer directement dans la plus grosse série. On va le voir avec le Nashville Fairgrounds, je crois, le Nashville Super Speedway qu'il s'appelle, qui va lui aussi intégrer le Cup, et ça sans avoir été vu dans les petites séries. Donc, une autre fois, j'ai l'impression que NASCAR, comme tu dis, veulent changer les choses, veulent brasser la soupe, veulent mettre les équipes dans des positions où est-ce que, OK, on ne retournera pas pour une deuxième fois sur le circuit du Texas ou une troisième fois à Charlotte. Il va falloir s'adapter à des nouveaux tracés, des nouveaux défis qui vont demander non seulement aux équipes, mais aussi à l'ingénierie derrière et aux pilotes de s'adapter, et ça nous permettra peut-être de voir des nouvelles étoiles monter. Et puis jamais entendre l'argument suivant. Le NASCAR, c'est juste des virages à gauche. Oh non, ça s'en vient de moins en moins comme ça. Et également, une chose que je veux mentionner, et Luc, je vais te donner la parole tout de suite après. Ça me rappelle justement, Eric, on suit tous les deux David Land.
Je me rappelle, début de l'année dernière, il avait fait une vidéo par rapport à justement comment les dates sont décidées en NASCAR. C'est les pistes ou les propriétaires plutôt de pistes qui ont des dates données par NASCAR qui sont réparties comme ça. Et je crois que la dernière année de ce système-là, comme il était comme tel, c'était 2020. J'y vais de mémoire. Ça se peut que je me trompe et dites-nous en commentaire si je me trompe royalement. Là. Mais il me semble avoir comprendre que le système comme tel finissait en 2020. Donc 2021, ou peut-être 2021 ça va terminer, mais peut-être qu'on tente quelque chose pour pouvoir justement briser ce moule-là et aller vers autre chose par après. C'est quelque chose à mentionner. Luc, je te redonne la parole. Moi, je dirais, ceux qui connaissent l'horaire, le calendrier classique de NASCAR, moi, j'ai été voir 4 juillet, hein, parce qu'on sait, Independence Day. Et regardez où est-ce qu'on va être à Independence Day en NASCAR. Road America. Exactement. Et moi, je suis surpris parce que je me suis dit, peut-être qu'on aurait pu être un petit peu foufou et décider de faire Daytona Road. Et Daytona routier n'est même pas sur le calendrier l'an prochain. Je pensais que la NASCAR allait avoir assez apprécié l'expérience parce qu'on va se le dire, ça n'a pas été mauvais Daytona routier. Là. Effectivement, on a eu un très bon show, mais je pense que ça va peut-être dans la lignée où on a adhéré des nouveaux circuits. On a adhéré Circuit of the Americas, puis qu'on a 6 circuits routiers. Là, peut-être que NASCAR ne voulait pas trop pousser la donne, ces circuits routiers. Là. Et ne pas oublier que Daytona Road va être quand même featured comme étant le clash là, avant le début de la saison. Donc, c'est pas qu'on y retournera pas. Ah On ouais, y c'est retournera confirmé ça? simplement pas. Oui, oui, monsieur. C'est Ah, Seigneur, ok. c'est le Busch Clash qui est sur le circuit routier. Donc, on peut dire la course des étoiles pré-saison est sur le circuit routier avant de se lancer vers les duels qui vont être sur le circuit ovale. Et d'ailleurs, aussi, autre changement, c'est que la course des étoiles, le All-Star Weekend, au lieu d'avoir lieu du côté de Charlotte, il aura lieu du côté du Texas Motor Speedway. Un autre petit changement. On reste au sud des États-Unis, mais on s'en va littéralement plus vers l'ouest. On va essayer d'attirer un public un peu plus global. On va essayer d'attirer plus de gens de l'ouest, où est-ce que d'habitude on fait une tournée vers Phoenix, Auto Club qui va changer de configuration. Donc, le voyage vers l'ouest qui se fait en début de saison, en amenant la course des étoiles au Texas, ben, peut-être qu'on essaie d'aller chercher un peu plus de cette audience pour cette épreuve. Un coup intéressant, puisque Charlotte a toujours été l'antichambre du stock car. Mais quand on y va 3 fois par année, des fois, ça prend un petit peu de variété. Mais Voilà. messieurs, il y en a pas que je comprends pas, là, juste avant de terminer. Là. 26-27 juin, on va avoir un double-header à Pocono. Oui, c'était déjà prévu cette année aussi que ça devait être le cas à Pocono de faire 2 courses. Je pense même que ça a été le cas. Est-ce qu'on est allé? Non, on n'est pas allé à Pocono cette année, mais il y a 2 ans, en 2019, on avait fait un programme double à Pocono déjà. Ah, Alors c'est ok. pas nouveau, on garde la même formule, mais moi, ce que je noterais, c'est qu'il y a 2 circuits qui sont partis pour de bon. Canterbury et Chicago ne sont pas sur le calendrier. Eric doit être déçu. Chicagoland était un de ses circuits préférés. Parce que 2000 et demi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le NASCAR veut enfin sortir de ses bottines? On s'enlève des cookie cutters traditionnels. Bon, ce qui est malheureux du côté de Kentucky, c'est que c'était un tracé qui avait une configuration très similaire à Atlanta, un peu plus d'inclinaison. Chicagoland, certes, était un 1000,5, mais c'était un 1000,5 D-shape. Il y avait une forme D, donc la ligne arrière n'était pas droite. Elle était incurvée légèrement, ce qui amenait, bon, pas grand spectacle. Et malheureusement, ben, c'est un tracé qui doit être sacrifié pour d'autres. Je sais que Gateway va être introduite aussi là, du côté du COP, un tracé qui a été réservé exclusivement aux camionnettes et aux Xfinity dans le passé. Donc, on change la donne du côté de NASCAR et personnellement, bon, oui, c'est une grosse perte. J'adore Chicago. J'ai gagné souvent sur ce tracé-là, mais il va falloir passer à d'autres choses. je soulignais tout simplement parce que c'est important de préciser, à l'exception de Road America, je veux dire, il y a pas grande course dans le coin de Chicago, là. C'est vrai. Indianapolis, c'est Indiana, là, c'est un peu plus loin, mais. Ouais, c'est quand même tu sais, c'est quand même 5-6 heures de route, là. Je veux dire, puis tu vas Iowa, me dire peut-être, Michigan. Mid-Ohio. Mid-Ohio, t'es plus loin de Michigan, là. T'es plus loin de Détroit, là. Mais ça reste le Midwest, donc Ouais. toute cette mais je veux région-là. dire, t'es pas à porte, là. Puis Chicago, c'est quand même un bon marché, là. Ouais, Quand mais même une bonne population. les gens des États-Unis sont prêts à voyager dans une même région, pas géopolitique, mais
sociopolitique ou géosocial, on pourrait dire, les gens sont prêts à voyager dans cette région-là. Donc, c'est pas tant une inquiétude que ça. C'est-à-dire, il y a des gens régulièrement de l'Indiana qui vont aller justement à Road America, qui vont aller à Mid-Ohio. Pourquoi? Parce que c'est pas si loin que ça, toute proportion gardée. Donc, ils vont être prêts à y aller. C'est pour ça que c'est pas si grave que ça. Oui, Chicago perd une course, c'est dommage, mais il y a quand même des façons d'aller chercher, d'aller voir de la course automobile pour les gens de Chicago qui veulent vraiment le faire. Faut pas oublier là, qu'il y a un gros défi technique là, pour les tracés, c'est-à-dire on ne pourra pas être pleine capacité. Bon, certainement, je pense que l'an prochain, on ne sera pas encore revenu Ah là, à non, des non, c'est événements de clair. 150 000 spectateurs. Donc, pour un tracé comme Chicago, qui peut-être n'a pas je ne veux pas dire la cote, mais qui n'attire pas une salle comble lors d'un événement traditionnel, de limiter l'attendance, peut-être que c'est un événement à perte pour eux, puisque les équipes, eux, il ne faut pas oublier qu'on part du sud-est des États-Unis généralement, il faut voyager jusqu'à cet endroit-là. Le NASCAR, des fois, a des décisions difficiles à prendre. C'est pour ça qu'on fait un Western Swing. C'est pour ça qu'on fait 3 ou 4 tracés dans l'Ouest américain avant de revenir plus vers l'Est et qu'on ne fait pas, bon, ben, on fait Sonoma, puis le week-end d'après, on fait Watkins Glen, qui est à l'autre bout du continent. C'est pour ça que le NASCAR, des fois, a des décisions à prendre par rapport à cela, puisque la logistique des équipes est aussi un aspect à considérer. On veut, comme en Formule 1, essayer de commencer à limiter les coûts là, du côté du stock car, puisque on voit. Tu dis ça, mais on va 2 fois à Atlanta. Atlanta est en Georgie, qui est à côté de Non, mais, Daytona. non, mais ce que je veux dire, c'est pas une. Personnellement, Atlanta, c'est pas une piste que j'affectionne à regarder du NASCAR, là. Sincèrement. C'est 1,5 mille cookie mille- cutter qui un est mille et près demi. des headquarters. J'ai pas d'autre raison à dire pourquoi ils vont Et deux fois voilà, là. même chose Charlotte, Ouais, pourquoi on y va souvent, même chose. On reste vraiment dans ces endroits-là, pourquoi? C'est près de où justement on pourrait dire les Heartlands de NASCAR si on veut, donc c'est pour ça qu'on va de ce côté-là. Là-dessus, messieurs, bien, vous voyez, ça fait déjà une demi-heure qu'on a débuté, donc on va compléter ce segment-là là-dessus. Bref, très bonne nouvelle du côté de NASCAR selon pas mal nous 4, je pense, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, du côté de cette série-là l'année prochaine. Eric, tu nous as préparé un petit setup shop aujourd'hui. Oui, on est de retour avec le Setup Shop. Ça faisait 2 semaines que je n'étais pas sur la balado. J'étais du côté de Rocket League Québec, que je salue d'ailleurs. Ils sont en diffusion sur RLQC officiel des Six-Man. Avant-dernière semaine de la saison régulière. J'y serai d'ailleurs à la description la semaine prochaine pour la dernière semaine et le 28 octobre pour les finales du rang A et du rang B. Trêve de Rocket League. Par contre, revenons à notre sujet principal qui est le Setup Shop. On avait lancé lors de notre dernière édition de ce petit segment, qu'on allait commencer à parler de l'usure des pneus, qu'on allait commencer à étudier qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut ajuster la voiture en fonction de ce qu'on voit dans le garage après une tentative ou un relais qu'on a fait. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que juste lire des chiffres et dire, bon, ben, j'ai un 92 là, puis j'ai un 94 là, donc je vais aller changer exactement ce paramètre-là. On va donc commencer pour étudier ce sujet-là en parlant de la relation ressort-amortisseur. C'est-à-dire, on a un composant qui en fait en est 2. On a une pièce dans la voiture qui est un ressort-amortisseur. Je ne voulais pas dire le terme anglophone, mais c'est une pièce qui est appliquée sur les 4 roues de la voiture. Évidemment, 4 roues, on y reviendra pour différents véhicules qui ont des configurations différentes et qui va évidemment contrôler le comportement du châssis autant en ligne droite qu'en virage. Donc, notre premier sujet, on va parler d'un ressort. Le ressort, bon, pour ne pas passer une demi-heure sur un composant de base et surtout sur des notions de physique qui certains vont échapper à certaines personnes, on va y aller très rondement. Un ressort, qu'est-ce que ça fait? Ça accumule de l'énergie potentielle. C'est conçu, littéralement, c'est un des premiers appareils mécaniques élémentaires. On parle de la roue, on parle du levier, on parle du plan incliné, etc. Le ressort en fait partie. Même chose pour les engrenages. Et ce ressort-là va accumuler de l'énergie, autant si je l'étire que si je le comprime. Cette énergie-là s'appelle l'énergie potentielle de ressort. C'est le même principe que l'énergie potentielle lorsque je soulève une charge et que je lui fais gagner de l'énergie qui est l'énergie potentielle. Et lorsque je relâche ma charge, lorsque je relâche mon ressort, cette énergie-là va être redistribuée à mon système et donc relâchée, qui est constituant de la force du ressort. Et ceci, si le système n'est pas amorti, va créer des oscillations. Mon ressort, lui, s'il n'y a pas une forme d'amortissement ou une façon de l'arrêter, il va osciller
ainsi de façon continue, tant et aussi longtemps que ma masse ne sera pas immobilisée, soit par la résistance de l'air ou le frottement à même le ressort. Ces ressorts-là, on peut le voir ici, peuvent agir autant en traction, des ressorts qu'on étire. On a ceux qui sont installés dans les portes, là, qui sont principalement, qui travaillent de cette façon-là. Lorsqu'on ouvre la porte, le ressort s'étire et lorsqu'on la relâche, le ressort va ramener le système à son état initial. Les ressorts de torsion, on va en parler un petit peu lorsqu'on va parler des barres anti-roulement. Ce sont littéralement des ressorts de torsion qui vont se faire tordre et accumuler l'énergie. Mais ceux qui nous intéressent principalement, ce sont bien évidemment les ressorts de compression qui, comme les couleurs l'indiquent, ont un paramètre qui les fait varier l'un à l'autre. On aurait l'air d'avoir 4 ressorts identiques. Par contre, chaque couleur indique qu'on a un taux de compression différent. On a une rigidité de ce ressort-là qui va varier. Et c'est un des paramètres qu'on peut ajuster dans la voiture. La rigidité de ce ressort-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie linéairement, donc c'est une relation linéaire, la déformation du ressort avec la force qui est induite dans ce ressort-là. Donc, plus j'appuie dessus, plus le ressort va se comprimer. Et cette relation-là, elle est purement linéaire, où est-ce que la rigidité du ressort fois son allongement va nous donner la force interne dans ce ressort-là. Et les différentes couleurs vont nous donner des rigidités différentes. Un ressort vert, par exemple, ici sur cette image-là, serait plus mou, serait plus facile à comprimer, donc va plus se déformer pour une force constante que le ressort jaune qui va se déformer beaucoup moins. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le ressort, lui, agit selon la force qui est appliquée. C'est tout ce qu'il va faire. Il va se déformer selon une force et va relâcher cette énergie-là. On le combine avec un amortisseur. Un amortisseur ou un viscous damper. J'essaie de placer les termes anglophones pour faciliter la tâche à nos amis de la simulation qui ont à faire face à ces termes-là dans le langage anglophone. Donc, les spring rate, on parlait de la rigidité du ressort. Viscous damper, c'est un amortisseur visqueux où est-ce que la viscosité vient de l'huile ou du composant fluidique à l'intérieur. Souvent, on a des amortisseurs pneumatiques, des amortisseurs hydrauliques. C'est sûr que dans des véhicules, on va faire face beaucoup plus à des amortisseurs hydrauliques. L'amortisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dissiper de l'énergie mécanique. Il prend l'énergie cinétique du système et la dissipe souvent sous forme de chaleur, autant lorsqu'il va être comprimé que lorsqu'il va être étiré. Donc, il est possible de contrôler les paramètres des deux côtés de la course du piston dans le cylindre. On va dissiper ça souvent sous forme de chaleur. Certains diront qu'il y aura une petite dissipation énergétique en forme de bruit également, mais principalement, c'est dissipé en chaleur. Et ça permet de limiter l'amplitude des oscillations. Donc, lorsque j'étire un ressort et que je le fais osciller, mon amortisseur va permettre de limiter la distance que ma masse va parcourir et donc la déformation de mon ressort au final. Ça nous permet, dans le cas d'un véhicule, d'amortir les chocs. Lorsque ma roue va frapper une bosse ou va changer d'inclinaison sur le tracé, je vais être capable d'amortir l'effet de cette compression-là dans la direction de ma tige et ce, en permettant également de contrôler les vibrations qui pourraient être nocives à mon système mécanique. Autant à ma conduite que mes pièces mécaniques à l'interne. C'est sûr que dans la simulation, on se prévaut moins de l'usure mécanique là, des différentes pièces à l'intérieur, puisque, on a une voiture généralement neuve à chaque fois qu'on embarque au volant. Donc, ce n'est pas le cas des équipes réelles. Je peux vous le garantir que des roulements et des coussinets, ils en ont à en changer plus souvent qu'autrement. Une suspension automobile, qu'est-ce que ça fait? Ça combine les effets des deux pièces que je viens de vous présenter, le ressort et l'amortisseur, pour contrôler le comportement, je vais dire, du bloc ici, qui est la roue, son moyeu et le fameux bloc ici qui va contrôler la géométrie de suspension. On parlera de ce sujet-là à la prochaine Setup Shop, donc les angles de pincement, etc. Une suspension automobile de compétition, c'est souvent une double triangulation ou un double A-arm, les termes fréquemment utilisés. Lorsqu'on est en stock car, on a un double A-arm à l'avant et on a une suspension un peu, je ne vais pas dire arriérée, mais un peu plus ancienne, qui est un solid live axle, donc un axe rigide à l'arrière. L'axe arrière est complètement uni, donc les deux roues arrière ne sont pas indépendantes. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. Et le système de suspension est très différent. Donc, on va parler de la barre en J. On va parler toujours d'un ressort et d'une forme d'amortissement, mais c'est un peu plus complexe comme système.
Et les monoplaces modernes, elles, vont travailler avec un système de suspension en push rod. C'est vu dans les IndyCars, c'est vu dans, évidemment, les voitures de Formule 1. Toutes les monoplaces, de façon générale, vont travailler avec un ressort amortisseur qui est inclus et à l'horizontale, au-dessus des jambes du pilote. Donc, un système de push rod qui est moins volumineux, si on peut dire ainsi, qu'un ressort amortisseur traditionnel, ce qu'on retrouve dans les véhicules. Les véhicules de route, elles, sont équipés souvent de suspensions McPherson qui sont beaucoup plus pratiques là, pour les aléas d'une suspension de route. Vous voyez le graphique suivant à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion sur le podcast, je vous invite évidemment à venir voir ce segment-ci sur notre rediffusion pour avoir le visuel qui vient avec. Vous avez la course ou la déformation de la route, évidemment qui est grandement exagérée ici, qui est un paramètre que l'on contrôle en fonction du temps. Notre système va être muni de 2 masses différentes. On aura la masse suspendue, qui est le châssis, le pilote, etc. Et la masse non suspendue, qui est la roue, son moyeu, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va unir ces 2 masses-là par un ressort et un amortisseur qui vont contrôler non seulement le déplacement du châssis, mais aussi le déplacement de cette masse non suspendue. Vous remarquerez entre la route et la masse non suspendue qu'il y a également un autre ressort. Ce ressort-là, c'est quoi? C'est la rigidité du pneu. Le pneu, qui est un caoutchouc, lorsqu'il est mis sous pression, aura un paramètre de rigidité. Plus on met de pression dans le pneu, plus le pneu est rigide, plus il va agir comme un ressort rigide. Donc, oui, on a un petit élément de contrôle venant de la pression du pneu. Par contre, c'est très limité. Évidemment, ça vient de la conception du pneumatique. Et bien évidemment, en simulation, ça vient du modèle de pneumatique, un sujet qu'on adore tous discuter. Donc, ce sont des paramètres qu'on a beaucoup moins d'options pour travailler dessus. Donc, notre ressort, lui, va travailler sur le déplacement de la masse non suspendue et de la masse suspendue, alors que D, l'amortissement, va contrôler la vitesse à laquelle ces masses-là vont se déplacer. Et là, je vous clarifie la chose le plus rapidement possible, à savoir qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça. Notre rigidité de pneus. Bon, un des sujets très intéressants que je trouve, c'est que les pneus compétitifs, autant le WEC, le IndyCar et autres séries, ont passé à des jantes plus grandes. Des plus grandes jantes, ce qui veut dire moins d'épaisseur de pneus, ce qui veut dire que le pneu est de façon générale plus rigide. Il est plus difficile à déformer, ce qui fait en sorte que l'ajustement de la suspension devient plus critique. C'est plus difficile de paramétrer une suspension lorsque le pneumatique est plus mince, puisque le pneumatique plus gros, comme celui qu'on voit du côté de Pirelli en ce moment, a une rigidité beaucoup plus faible et beaucoup plus flexible. Il va lui-même se squish, il va lui-même absorber beaucoup des petites vibrations sur la route, ce qui est pourquoi on voit les pilotes de Formule 1 être beaucoup plus agressifs sur les vibreurs que ce qu'on pourrait aller voir là, lorsqu'on va passer aux prochaines étapes. On se souviendra en Autriche que les pilotes Mercedes n'étaient pas agressifs sur les vibreurs, mais ça, c'est parce qu'ils avaient un problème de gearbox. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est qu'on peut contrôler la position du châssis avec le ressort et en contrôlant également sa position initiale qui est le spring perch. Le spring perch offset, c'est la position initiale du ressort où est-ce qu'on peut décider de le comprimer par défaut. Là. On peut, à la base, lui donner déjà un petit peu de compression pour venir limiter le déplacement de la suspension, ce qu'on appelle en anglais le suspension travel. L'amortisseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va contrôler la vitesse à laquelle tout ça se produit. Évidemment, si j'ai beaucoup de bosses, je veux être certain que mon amortissement se fasse rapidement pour être capable de prendre une autre bosse plus rapidement. Mais si j'ai un tracé qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup moins bosselé, ben, je vais vouloir que ce déplacement-là soit le plus contrôlé possible, puisque chaque déplacement de ma suspension veut dire que mon châssis va bouger et veut dire que ma plateforme aérodynamique va en être affectée. Je vais avoir de l'air qui va circuler sous la voiture, bon, en GT ou dans des véhicules qui ont des diffuseurs, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais si je pense au stock car, je veux que mon museau, là, que mon nez avant soit vraiment scellé à la piste le plus possible. Donc, l'amortisseur, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut autant contrôler lorsqu'il se comprime que lorsqu'il s'étire. Ce qu'on appelle le bump et le rebound. Le bump, c'est lorsqu'il se comprime. Le rebound, c'est lorsqu'il s'étire. Et on peut, dans certains véhicules, les prototypes, les Formule 1, etc., contrôler également ce bump et ce rebound-là à haute comme à basse vitesse, qu'on appelle le high speed
bump ou le low speed bump, ben, on est capable de contrôler les deux paramètres, que ce soit à basse ou à haute vitesse. C'est une technologie qui est disponible, évidemment, dans des amortisseurs beaucoup plus compétitifs. Et là, vous voyez que mon graphique se complexifie, puisque ce modèle-là est un modèle simplifié à 2 degrés de liberté. Je viens seulement contrôler la position verticale de ma masse non suspendue, de ma masse suspendue, pour une roue. Et là, vous me voyez venir. Un véhicule, ça a 4 roues et ça a un châssis qui va se promener d'un côté comme de l'autre et de l'avant vers l'arrière. Donc, le modèle réel d'une suspension permet de contrôler le pitch, donc l'angle avant-arrière du châssis. Si j'ai une suspension plus rigide à l'avant, je vais avoir moins d'inclinaison de mon châssis vers l'avant au freinage. Et ça contrôle également l'angle qu'on appelle le rake. Le rake, c'est l'angle aérodynamique entre mon aileron arrière et la portion avant de mon museau. Et plus j'ai d'angle élevé, plus mon aileron est haut dans les airs, plus je vais avoir d'appui aérodynamique. Évidemment, plus je vais avoir de traînée aussi. C'est un compromis. Ça me permet également de contrôler le roulement de mon châssis de gauche à droite. Si j'ai une suspension droite qui est plus rigide que ma suspension gauche, ben, je vais avoir plus de difficultés à faire rouler mon châssis. Mon châssis va être plus rigide. Très utile en stock car. On s'en sert évidemment lorsqu'on tourne seulement qu'à gauche. Ben, on peut se servir d'une suspension droite beaucoup plus rigide pour absorber et permettre à la voiture de mieux tourner. Évidemment, lorsqu'on veut concevoir ou choisir un spring package, c'est-à-dire une combinaison de 4 ressorts pour chaque roue, ben, on va devoir le choisir selon les paramètres et les caractéristiques du tracé. Si ma surface est très bosselée, je vais prendre généralement un package ou des ressorts beaucoup plus mous pour avoir plus de flexibilité pour absorber ces bosses-là. Si j'ai beaucoup de changements d'élévation, je n'ai pas le choix pour avoir une plateforme aérodynamique stable, d'avoir un ressort un peu plus mou pour absorber justement l'inclinaison et la variation de ma route lorsque je grimpe ou que je descends des pentes. Si j'ai une surface très usée ou j'ai des changements de type de surface, je vais vouloir avoir une adhérence plus importante. Je vais généralement utiliser une suspension un peu plus molle dans ce cas-ci. Et ultimement, si j'ai à passer sur beaucoup de vibreurs, si j'ai à passer sur beaucoup de bosses, ben, je vais devoir ajuster ma suspension en conséquence. L'amortissement, alors que quand je parle de mon spring package, c'est un ajustement majeur. Si je veux changer ma suspension de ma voiture au grand complet, je dois changer le spring package et là, on parle d'un ajustement qui est énorme. Si je veux faire des ajustements plus précis, je vais y aller avec l'amortissement. Par contre, c'est un ajustement qui est très finicky, très délicat par rapport à la performance aérodynamique de ma voiture, puisque le contrôle de l'amortissement est un contrôle dynamique. C'est un contrôle qui va s'appliquer principalement lorsque je suis au milieu d'un virage, alors que lorsque je suis au repos à la ligne droite, c'est beaucoup plus mes ressorts qui vont contrôler la position de mon châssis. Ça nous ouvre donc beaucoup de portes pour les prochains setup shops où est-ce qu'on va pouvoir commencer à parler de la configuration d'une roue, autant sa bande de roulement, la pression, les angles de carrossage, donc le camber, l'angle de chasse, le caster et le pincement, donc le toe-in, le toe-out, pour vraiment avoir une bonne lecture de qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsqu'on a une usure de pneus particulière, quels sont les ajustements qu'on peut faire pour faciliter notre conduite. Donc, merci beaucoup, Eric, pour ce setup shop très pertinent et toujours très pertinent et très informatif. Donc, en espérant évidemment qu'à la maison vous ayez apprécié. Toujours important à savoir, surtout quand on est dans les séries où justement on a du open setup, si on veut, donc des setups réglages ouverts, eh bien, toujours intéressant à savoir. Et parlant de séries qui ont des réglages ouverts, eh bien, on va aller du côté de la série NASCAR Cup Auto Dome Chaudière Valley Jonction, qui était la semaine dernière du côté du Richmond Raceway pour sa 4e ronde de la saison. Oui, ça a été une course très intéressante. Une course, on va dire, malheureusement ralentie par plusieurs drapeaux jaunes. Une épreuve qui a été très mouvementée, qui a eu effectivement beaucoup de rebondissements et qui a vu pour une 2e fois cette saison le jeune Félix Gratton triompher de belle façon. Il a été chercher cette victoire-là par une belle tentative stratégique là, au coin du 100e tour sur 140 pour aller chercher des pneumatiques frais. Ça l'a placé dans une position précaire. Il devait remonter une dizaine de positions pour aller rechercher la tête. Et il a su le faire de belle façon et résister à la fin de l'épreuve à des pilotes qui avaient des pneumatiques beaucoup plus frais. Donc, chapeau à Félix Gratton pour cette belle victoire vendredi dernier du côté de Richmond. La semaine prochaine, on se dirige du côté de Pocono, un tracé qui s'annonce très intéressant, beaucoup plus large. On s'entend qu'on passe d'un 3/4 de mille à un 2000 et demi.
Donc, il va y avoir beaucoup plus d'espace. Je m'attends à une course qui va s'étirer un peu plus. On va avoir plus de longs relais. On va avoir des pilotes qui vont sauver les pneumatiques, puisque cet aspect-là, cet aspect stratégique de 3 trains de pneumatiques seulement sur un tracé comme Pocono va vraiment venir jouer des tours. Et attention au virage numéro 1. La tentation d'aller 3-4 de large dans ce virage qui a été reconfiguré en 2017. Le tracé qui a été complètement repavé et le virage numéro 1 est extrêmement large. Il y a plusieurs lignes de course. Donc, ça s'annonce très intéressant à voir du côté de Long Pond, du côté de Pocono pour la 5e épreuve de la saison qui aura lieu ce vendredi pour la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. On me dit dans mon oreille que les pilotes ont dû avoir affaire à un drivers meeting en pleine semaine, puisqu'on a dû s'ajuster là, pendant la première séance d'essai là, que les pilotes ont eu la chance de profiter, puisque justement, la piste semble vraiment invitante pour les dépassements. Mais à quel point ça se referme dans les virages et que là, on est automatiquement piégé. C'est ça qu'on risque peut-être de voir en fin de semaine. Mais bon, le secret, comme dans n'importe quelle piste, dans n'importe quelle série, à pratiquer le circuit et en faire des centaines de tours, ben, à un moment donné, on va finir par voir les zones où les dépassements seront plus plausibles et quand il va falloir appliquer le dépassement, c'est ce qui est un peu plus compliqué là, sur un circuit, on s'entend, très atypique comme celui de Pocono. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Encore une mention spéciale. On en a parlé pendant la diffusion de la dernière course à Richmond. Steve Drouin, 4e top 10 consécutif, mais pas juste 4e top 10 consécutif. Il a grimpé de plus de 100 positions en 4 courses. T'adores? Oui, monsieur. C'est 103 ou 104, je crois, Eric. Et dans ces eaux-là, oui, 103, je crois. Il avait grimpé de 87 positions en 3 épreuves depuis le début de la saison. Donc, il généralement se qualifie en fond de grille et trouve toujours le moyen d'aller chercher des top 10. C'est un exploit là, à mes yeux, ce que Steve Drouin réalise depuis les 4 premières épreuves de cette saison. Il a gagné 16 positions du côté de Richmond. 87 plus 16, ça fait 103. Donc, une moyenne là, de plus de 25 positions gagnées par épreuve jusqu'à maintenant. C'est phénoménal pour un pilote qui définitivement est en train de se tailler une place dans les éliminatoires. Et ça, pas seulement pas par des performances où il a été dans le top 5 tout au long de l'épreuve. Au contraire, en roulant sa petite bosse, en allant chercher des gros résultats lorsque les opportunités se présentent. Et si ça continue comme ça pour Steve Drouin, ben c'est une place en éliminatoire qui l'attend. Et peut-être plus, qui sait. Là. Puis je vais terminer là, en parlant de Félix Gratton qu'on a mentionné, là, sa 2e victoire là, cette saison. Tel un couteau bien affûté, il était sur une séquence qui était vraiment hors de l'ordinaire versus les pilotes qui étaient restés sur la piste. Vous m'avez entendu, messieurs, hein, j'ai comparé ça à un Boeing 747 à un moment donné qui était en pleine turbulence. Mais c'était vraiment ça, puis Eric va me le confirmer. Là. Il a passé comme dans du beurre, et là, ça oscillait de gauche à droite en avant, puis ça se battait pour... On était dans le top 20 là, à ce moment-là. Là. Je ne sais pas comment il a fait pour passer au travers de tous ces pilotes-là d'un coup. On aurait juré que tous les pilotes allaient avoir un accident, mais lui, il a passé dans la ligne droite, comme dans du beurre, puis il a réussi à gagner 6 positions dans ce tour-là. Moi, dans ma tête, je pensais que sa course était terminée à ce moment-là. Puis, ben écoute, il a fait son petit bout de chemin, puis il est revenu à l'avant pour mériter sa 2e victoire de la saison. Vraiment, dans son cas, chapeau. Je le félicite encore une fois. C'était quelque chose. Oui, pour Félix Gratton, je l'ai mentionné à quelques reprises déjà dans les diffusions. C'est un pilote agressif. C'est un jeune pilote. Il en a dedans. Il est compétitif. Il veut gagner. Mais c'est de l'agressivité calculée. On attend le bon moment. Et oui, on a frappé là, d'un coup de maître. J'ai juste à dire 3 mots. En fait, plus que 3 mots. 4 de large à Richmond. Ça répond-tu à votre question un petit peu? Ouais! C'était un 4 de large à Richmond et ça l'a passé. Et littéralement une manœuvre qu'on n'aurait jamais cru voir, mais ça s'est fait et ça s'est fait de belle manière. Gratton qui mérite cette belle victoire. Et j'ai hâte de voir aussi, là, ça vient chambouler un petit peu l'ordre des choses. Encore une fois, Fred Moreau, course difficile. Plusieurs pilotes là, qui commencent à trouver le temps long. On a 4 épreuves de compléter, il en reste 6.
Le temps commence à s'écouler si on veut essayer de se placer dans le top 16, puisqu'on le rappelle, une victoire ne vous garantit pas une place dans les séries éliminatoires. Donc, il faut être constant et aller chercher des points semaine après semaine. Et là, des pilotes qui commencent à avoir des contre-performances vont trouver que le nombre d'opportunités qu'il reste est de plus en plus limité, surtout que, oui, on est à Pocono cette semaine, mais la semaine suivante, on est du côté de Watkins Glen. Les pilotes d'ovale, ce n'est pas nécessairement ceux qui apprécient le plus les circuits routiers, ou du moins qui sont les plus à l'aise. Donc, aller chercher un gros résultat en routier, ça ne sera pas possible pour tout le monde. Donc là, on élimine une semaine de plus et on se retrouve avec 3 ou 4 semaines à travailler pour aller se classer dans un top 16 qui est extrêmement compétitif. Ça va devenir très, très intéressant dans les prochaines semaines, messieurs. Oui, donc à surveiller là, du côté de cette série NASCAR Cup, Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. Donc, toujours beaucoup d'actions de ce côté-là. Maintenant, du côté de la série GT Championnat de Québec, la division Taxi du Nord, donc deuxième preuve de la saison qui avait lieu du côté du Goodwood Motor Circuit en Grande-Bretagne. Série évidemment sur GT Sport. Luc, on peut résumer ça en quelques mots, je pense. Pardon? M&M. Peut-être pas M&M, mais domination. Mike. Ah oui, c'est ça. Domination de Mickey Mike, tout à fait. Donc, vraiment, de son côté, ça a été 2 épreuves quasi parfaites. Niantisto a été relativement dans le coup, mais pas comme on l'a vu lors de la première épreuve où on s'est vraiment divisé les honneurs. Là, vraiment, Mickey Mike qui a en fait, comme on se croyait, je pense, pendant le temps de neige. On est passé là, on a passé à la gratte, on a ramassé les 2 courses. Merci, bonsoir, on est revenu à la maison. Pas compliqué. Voici le visuel de qu'est-ce que Mickey Mike a fait. Salut! Un très beau visuel signé le Carbono. C'est exactement ce que Mikey Mike a fait au cours de son épreuve. Écoutez, il a terminé par plus de 8 secondes à chacune de ces 2 épreuves. Là. Il n'y a rien à rajouter. Par contre, derrière lui, ça se battait très bien pour la 2e position, notamment un certain Dave qui, forcé d'admettre, a eu beaucoup de difficultés au premier virage lors des 2 épreuves de 30 minutes. Et ça, on l'a vu, ça l'a pénalisé énormément et ça va le pénaliser énormément, surtout au championnat. Lui qui avait eu une belle première épreuve d'ailleurs, une belle première semaine de compétition de son côté. Oui, exactement. Il se battait avec Niantisto et Mikey Mike pour les 3 premières positions pour la plus haute marche du podium. Donc, c'est un peu décevant là, de voir Dave d'avoir connu une contre-performance de la sorte. Mais il y en a d'autres qui en ont profité pour briller. Puis ça, je pense que c'est la bonne nouvelle aussi. Voilà, et ça augure bien là, pour les prochaines semaines également. La prochaine épreuve là, qui donc s'annonce pour être assez excitante quand même. Je veux dire, ça fait deux belles épreuves là, que l'on voit du côté de cette série que on découvre à chaque fois aussi. Luc, encore une fois, toi, c'est un retour du côté de Gran Turismo. Moi, c'est une simulation que je découvre. D'ailleurs, certaines petites erreurs du côté de la diffusion la semaine dernière, je m'en excuse encore à nouveau. Donc, tout de même, on vous invite, si vous connaissez pas cette série-là, vraiment, on vous invite à rejoindre. C'est 2 courses de 30 minutes par 2 semaines. Mais vraiment, c'est du pur bonheur. Vraiment, de l'action qui se passe partout. Ils sont 13 sur la piste. Mais les 13 sont dans des luttes acharnées. Donc, c'est pas parce qu'on est moins nécessairement qu'il n'y a pas d'action. Comme on dit souvent dans les petits pots, les meilleurs ont gagné. Et cette série le prouve amplement. Juste pour vous donner une idée, Mikey Mike a récolté 40 points encore cette fin de semaine. John aussi a très bien fait. S'est battu notamment avec Niantisto dans la 2e épreuve. C'était du coude à coude littéralement entre ces pilotes-là. Donc pour John, ça a été vraiment une bonne performance, surtout lors de la 2e épreuve qui se battait avec Niantisto. Mais sinon, il y a quand même eu la performance de Mitch aussi. Mitch, non, c'était là. Oui, Mitch a quand même fait une bonne performance également au cours de cette fin de semaine. Donc, John et Mitch ont sorti un petit peu, ont comme profité un peu du fait que ça a été plus difficile pour Dave au cours de la deuxième étape du calendrier. Voilà. Et donc, là-dessus, on va vous inviter à notre prochain rendez-vous du côté de cette série. Donc, vendredi prochain, pas vendredi ici, parce que vendredi ici, c'est EGT4 qui reprend donc ses droits sur notre antenne. Mais on s'en va du côté du Dragon Trail Literal, qui est un circuit un peu classique, si on veut, du côté de Gran Turismo. Donc, ceux qui sont habitués de cette simulation-là, eh bien, vous serez servis. Puis rapidement, est-ce qu'on parle d'un gros coup de théâtre en Assetto Corsa Competizione? Ou si on le garde pour l'émission de vendredi? Non, on peut en parler tout de suite, je crois. Donc, Marc-Antoine Landry l'a suspendu pour 2 épreuves.
du côté autant de la série GT4 que de la série GT3. Donc, quand on parlait tout à l'heure, on parlait de la Formule 1, donc la FIA qui punissait la rétaliation, si on veut. On a une belle preuve ici, justement, que c'est souvent ça qui va arriver. Oui, donc on l'a suspendu parce que justement, on a remis un peu la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct, si on veut. Mais l'autre personne qui a fait quelque chose de pas correct, elle a été exclue de la ligue complètement. Elle n'est plus dans la série, n'est plus liée à la série EGT. Donc, vraiment, un gros coup de théâtre. Ça s'est passé dimanche dernier là, dans la série EGT3. Pardon, pas sprint, mais Donc, Endurance Challenge. Marc-Antoine Landry est suspendu pour le GT4 en raison d'incidents dans le volet endurance de Oui. EGT. Oui, monsieur. Wow. J'ai le règlement officiel ici. Là. Exclusion pour les 2 prochaines courses EGT3 Challenge, Zolder et Barcelona et EGT4 Sprint, Zolder et Barcelona. Donc, c'est vraiment une exclusion pour les 2 séries. Alors que, évidemment, l'autre pilote qui, lui, a été celui là, qui a agi de façon rétaliative, je ne sais pas si c'est un terme qui est francisé, lui, il est littéralement là, retiré des droits là, de cette série. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé ou... En fait, c'est une certaine impatience. C'est une certaine impatience au niveau d'un dépassement sur un drapeau bleu. On n'ira pas plus loin que ça. Là. Et ça serait pour ça, justement. Là, il y a eu impatience d'un côté et il y a eu retaliation de l'autre par la suite à la sortie des puits. Donc, on n'ira pas plus loin dans les détails. Évidemment, on n'a pas de vue visuelle non plus. Là. C'est un incident qui s'est produit et on se fie à la publication officielle de la série pour vous en informer à la maison. Donc, définitivement, je crois que du côté de GT, on vient de mettre notre pied au sol. On vient d'envoyer un message important, non seulement aux pilotes, mais aussi à la communauté, qu'on est une série sérieuse. On est une série qui a un livre des règlements et qui va l'appliquer lorsque les gestes sont posés, qui vont à l'encontre de ces règlements et des sanctions sont appliquées. Je lève mon chapeau. Je pense que du côté de l'administration de l'EGT, on a fait le travail qu'il fallait faire. C'est des sanctions qui sont très lourdes. Là. Je ne vous cacherai pas, suspendu 2 voire 4 courses. C'est un gros message. Et on avait un très bon début de saison du côté de Landry en plus. Donc, comme tu mentionnes, c'est un énorme message qu'on vient d'envoyer à toute la communauté. Mais ça sauve des pénalités de poids. Ah oui, tout à fait. Il n'y aura pas les 50 kg ou les 5 kg. Vous me corrigerez si le chiffre est dans l'erreur. Pour la deuxième position. Il va pas avoir 7 points de même que. Ouais, c'est ça. Ça va coûter assez cher, je pense. Oui, en effet. Donc là-dessus, eh bien, c'est ce qui complète notre rendez-vous pour ce soir. Évidemment, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas parlé du iRacing Challenge, eh bien, c'est dans quelques instants la deuxième épreuve de la saison en direct de Donington qui sera présentée sur nos ondes sur SFTV. Donc, restez avec nous, évidemment, regardez surveillez notre page, ça va apparaître dans les prochains instants. Ceux qui, évidemment, ont apprécié, on vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager, à mettre un pouce bleu également sur notre page Facebook. Également, allez voir sur YouTube, donc ça va être rediffusé de ce côté-là également dans les prochaines heures. Là-dessus, messieurs, bien, merci beaucoup d'avoir été présents et merci beaucoup à la maison également d'avoir été présents et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de cette balado SFTV. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!